Je me nomme Jean-Paul Sikeli, je suis ivoirien, je suis basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et je suis le secrétaire exécutif de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, la COPAGEN. Alors merci de me donner l'occasion de présenter l'organisation à laquelle j'appartiens et dont j'assure les fonctions de secrétaire exécutif. La COPAGEN, c'est un mouvement associatif citoyen qui déploie ses activités dans 9 pays, c'est-à-dire les 8 pays de l'espace UEMOA, plus la Guinée, puisque la Guinée ne fait pas partie de l'UEMOA. La COPAGEN a été créée en 2004 à Grand-Bassam, qui milite en faveur de la protection des droits des communautés sur les ressources génétiques contre diverses formes de menaces, notamment les OGM, la privatisation des ressources naturelles, le brevetage du vivant et l'accaparement des terres. Donc la COPAGEN poursuit le rêve d'une Afrique où les ressources génétiques sont la copropriété des communautés et de l'État et sont gérées durablement. Voilà succinctement présenter les missions dévolues à la COPAGEN. Pour tout dire, il existe une constellation de normes juridiques autour de la matière des semences et je peux les regrouper en 4 catégories. La première catégorie de normes juridiques, c'est les normes qui régulent la commercialisation des semences et il faut dire qu'à ce niveau, ces normes-là imposent des catalogues semenciers et puis au bout du processus, il y a la certification. Donc de quoi s'agit-il? Pour qu'une semence puisse être mise sur le marché, il faut qu'elle soit inscrite dans un catalogue. Et pour que l'inscription au catalogue soit faite, il faut remplir un certain nombre de critères, notamment les critères, ce qu'on appelle les critères DHS, distinction, homogénéité et stabilité. Et c'est des critères élitistes qui éliminent de facto les semences dites paysannes. Donc ces critères-là sont faits pour criminaliser en fait les semences paysannes, puisque les semences paysannes en elles-mêmes ne peuvent pas accéder à ces conditions de commercialisation. Donc voilà un peu une injustice que pose la commercialisation des semences en Afrique. Et dans le cas de la CEDEAO, il existe un catalogue semencier qui répond à son compte ces mêmes critères. Donc c'est des choses que nous dénonçons. La deuxième catégorie de normes, c'est les normes sur la protection des obtentions végétales qui sont sécrétées. Ces normes sont sécrétées dans le cadre des textes de l'UPOV, l'Union pour la protection des obtentions végétales au plan international, et qui a une déclinaison au plan régional africain avec l'OAPI, qui rassemble 16 pays de l'Afrique francophone. Et donc, ces textes autorisent qu'un obtenteur puisse imposer un certificat d'obtention végétale sur sa trouvaille, sur sa variété végétale qu'il a obtenue. Et ça lui donne des droits quasi exclusifs qui restreignent dans le même temps les droits des paysans à utiliser librement leurs semences. Le paysan a des droits qu'il doit faire prévaloir sur sa semence. C'est le droit, par exemple, de produire sa semence, c'est le droit de vendre sa semence, c'est le droit de conserver librement sa semence. Mais avec l'obtention végétale, le certificat d'obtention végétale, il y a une restriction du droit du paysan au profit de l'obtenteur. Donc ça aussi, c'est caractéristique d'une grave injustice. Parce que ce sont les paysans qui, au cours des millénaires, ont domestiqué, ont sélectionné les semences que nous utilisons aujourd'hui. Donc pour nous, il n'est pas question qu'on puisse imposer des certificats d'obtention végétale qui limitent, qui restreignent les droits des paysans à utiliser librement leurs semences. La troisième catégorie de normes juridiques dont je veux faire mention ici, c'est les normes relatives à la biosécurité. La biosécurité, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles, des normes qui visent à prévenir les risques liés aux OGM. Et depuis un certain temps, en tout cas, il y a un frémissement des normes juridiques en Afrique ici pour encourager en fait l'introduction des OGM en Afrique. Et au plan communautaire de l'UEMOA, la CEDEAO du SILS, il y a une norme commune pour réguler les OGM. Mais au départ, cette norme que nous avons dénoncée au départ, c'était fait pour
pour introduire librement les OGM. Or, la biosécurité, c'est de prévenir, en fait. Et donc, nous avons mené un plaidoyer pour que réellement prévalent les aspects de prévention des risques biotechnologiques au lieu de faire la promotion des OGM. Et nous avons obtenu un certain nombre de points, notamment la traçabilité, l'étiquetage des produits OGM et le droit vraiment des communautés aussi à déclarer leur zone sans OGM. Par exemple, en Côte d'Ivoire, dans la législation ivoirienne, on a pu obtenir ce genre de propositions. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Et puis, la quatrième catégorie de normes juridiques dont je n'ai pas trop m'étaler, c'est les normes relatives à l'accès aux ressources génétiques, au partage des avantages qui découlent de leur utilisation qu'on appelle APA. Mais je ne vais pas m'attarder sur cette question. Donc, voilà un peu, grosso modo, ce que je peux vous dire sur les mécanismes juridiques qui ont cours autour des semences. Pour parler des acteurs engagés dans les systèmes semenciers, il faut aussi tout d'abord distinguer les types de systèmes semenciers parce qu'il n'y a pas un système semencier unique ou uniforme. Il y a plusieurs types et on en distingue principalement deux. C'est le système semencier formel et celui informel. Alors le système semencier formel est soutenu, il a l'aval des pouvoirs publics, que ce soit au niveau national ou international. Il est fortement subventionné par les multinationales qui en tirent un grand profit au détriment des paysans. Et ce système semencier formel-là fait la promotion, hautement la promotion des semences dites industrielles, à savoir les hybrides, toute la catégorie des hybrides, notamment les hybrides F1, et puis les OGM. Ce système-là s'insère dans de nouveaux agropoles que je pourrais nommer ici AGRA, l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, la nouvelle Révolution verte en Afrique, qui est soutenue par la fondation Gates. Il y a aussi la NASAN, qui est la nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire, qui est soutenue par le G8. Donc, ce sont des agropoles qui visent à faire la promotion des semences industrielles au détriment des semences paysannes qui sont de plus en plus criminalisées et qui sont éjectées du circuit commercial. Et de l'autre côté, on a le système informel qui est traditionnel, qui subit de plein fouet les contre-coups du libre-échange, mais qui résiste quand même parce qu'il est aussi soutenu à la base par des paysans qui font de la recherche active pour trouver de nouvelles variétés et auxquelles, en tout cas, on nie les droits. En fait, ils ont des droits naturels sur ces semences-là, puisque c'est eux qui en sont les véritables dépositaires. Donc, voilà un peu la configuration. Donc, comme je vous le disais tantôt, il y a le système formel qui est soutenu par ce que j'appelais les forces exogènes du libéralisme économique, qui est vraiment soutenu à coups de milliards, et le système informel qui est porté par la base, par les paysans, et qui est vraiment délesté du soutien des pouvoirs publics. Et de plus en plus, ce système informel est aussi soutenu, en tout cas par de nombreux paysans, par des organisations de la société civile, des organisations paysannes, qui commencent à comprendre aussi les enjeux qui sont autour de la question des semences qui a eu aujourd'hui une ampleur stratégique dans le monde. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur la question des acteurs des différents systèmes semenciers. Voilà. Ce qui s'est passé au Burkina Faso est un signe visible avant-coureur de ce qui pourrait se passer en Afrique si on y prend garde. De quoi s'agit-il? En 2003, il n'y a qu'au Burkina Faso, le coton BT a été introduit de façon illégale. Illégale parce qu'il n'y avait pas encore de cadre juridique pour régenter la matière OGM et
les pouvoirs publics n'avaient pas consulté les populations. Or, il aurait fallu, dans le cadre du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques auquel le Burkina Faso est parti, il aurait fallu que ces précautions minimales-là soient prises, ce qui n'a pas été fait. Et donc, les essais en champs confinés ont débuté cette année, en 2003, comme je le disais. En 2006, le Burkina Faso a adopté une loi sur la biosécurité qui a été révisée d'ailleurs en 2012 pour tenir compte des aménagements du protocole Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation. Sur le terrain, sur le plan pratique, sur le terrain, en 2008, il y a eu la production en plein champ du coton BT avec la promesse que cette spéculation transgénique d'un autre âge viendrait améliorer la productivité. C'était une promesse de Monsanto. Et malheureusement, contre toute attente, en 2014, la télévision nationale burkinabé retentit d'une nouvelle très surprenante parce que les acteurs de la filière cotonnière, les responsables de Monsanto et même les responsables de la recherche agronomique au Burkina Faso reconnaissent pour la première fois l'échec du coton transgénique BT. Ce qui a fait l'effet d'une bombe qui a été ressenti comme un électrochoc au sein de la population burkinabé et au-delà des frontières en Afrique et dans le monde. Et donc, devant ce constat d'échec patent, les autorités burkinabées ont décidé de réduire les superficies emblavées en coton BT graduellement. Et puis, devant l'évidence de l'échec, ils ont décidé de suspendre la production. Je dis bien suspendre la production du coton BT et de rétropédaler pour revenir au coton conventionnel. Alors, nous pensons que cet échec était du reste prévisible parce que, avant le Burkina Faso, cette spéculation, c'était le Bolga 1, avait été expérimentée dans le Pendjab, en Inde. Et ça a créé des phénomènes sociaux horribles puisque les paysans déchantés, désillusionnés, ont dû se suicider et se sont donné la mort. Donc je pense que cet exemple en Inde aurait pu suffire pour arrêter cette saignée pathétique au Burkina Faso. Et nous avons lancé l'alerte. La Copagène a mobilisé ses troupes pour dénoncer cette introduction illégale et contre le bon sens des OGM au Burkina Faso. On a été entendu, mais pas suffisamment par les autorités. En tout cas, on a été entendu par la population, mais pas suffisamment par les autorités. Et donc, aujourd'hui, nous sommes devant l'évidence, une évidence crue. Donc, voilà ce que je peux dire sur la situation un peu dramatique du coton BT au Burkina Faso. La Copagène est d'abord une force de mobilisation qui catalyse en fait la résistance contre toutes les formes de menaces qui pèsent, qui planent sur les droits des communautés, à jouir librement de leurs ressources naturelles, de leurs ressources génétiques. Et donc la Copagène fait de l'influence des politiques, notamment pour que les politiques prennent en compte les droits des communautés, qui sont de plus en plus rudement éprouvés dans le contexte de la mondialisation. La Copagène fait du plaidoyer en faveur des droits des communautés. La Copagène fait aussi et surtout de la résistance contre les OGM, contre toute forme de privatisation des ressources génétiques, avec leur lot de piétinement des droits des communautés, contre l'accaparement des terres et le brevetage du vivant. En 2008 déjà, la Copagène avait mobilisé ses troupes au Burkina Faso dans plusieurs localités du pays pour dire non aux OGM. Parce que la Copagène pense que les OGM, ce n'est pas la solution pour l'alimentation et l'agriculture en Afrique, c'est plutôt le problème. Et donc la Copagène, par cette mobilisation historique, inédite
et extraordinaire a dû manœuvrer pour que réellement la voix des paysans se fasse entendre. Et dans un mouvement plus élargi en 2015, en mai 2015, la Copagin s'est associée à une mobilisation au plan international. Au Burkina Faso, nous avons aussi dénoncé les forfaits de Monsanto, les crimes de Monsanto, parce que Monsanto aujourd'hui est accusé du crime d'écocide, du crime contre l'environnement. Nous avons aussi dénoncé ces choses-là en marchant bruyamment en 2015 à Ouagadougou. Et parallèlement à cette marche, il y avait aussi des marches, d'autres marches en France. Dans un pays comme la France, il y avait des marches. Et donc, nous faisons de la résistance, comme je vous le disais tantôt. Mais surtout, nous faisons la promotion de solutions durables en agriculture. Parce qu'en fait, il ne suffit pas seulement de dénoncer les travers des cultures génétiquement modifiées. Il faut aussi proposer des solutions soutenables. Et pour nous, l'option la plus soutenable, ce serait d'aller dans le sens de faire la promotion des semences paysannes qui regorgent de beaucoup de vertus, qui recèlent de beaucoup de valeurs, qui ont un symbolisme au plan social avéré. Ces semences paysannes-là qui ont fait leurs preuves. Et donc, sur le couvert, par exemple, d'un concept dont on fait la promotion aujourd'hui, le concept de vivre de souveraineté, nous faisons la promotion des semences paysannes et de tous les produits dérivés. Et nous faisons la promotion de ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est quoi? C'est le droit collectif pour un peuple, pour une union, pour un groupe de produire ce qu'il veut manger et de manger ce qu'il veut produire. Donc nous faisons la promotion de nos produits locaux parce que nous ne voulons pas de ces semences industrielles hautement toxiques qui créent des drames dans nos communautés. Nous dénonçons cela et nous faisons la promotion de l'agroécologie. De l'agroécologie qui est en rupture de banc avec l'agriculture industrielle désastreuse, aux conséquences désastreuses. Cette agriculture chimique positiviste qui a causé du tort aux paysans, à de nombreuses familles, qui a souillé les nappes phréatiques sous la révolution verte. C'est tout cela que nous dénonçons et nous proposons en retour un modèle écologiquement viable, socialement soutenable, c'est-à-dire l'agroécologie. Et notre combat est en train de porter progressivement, puisque tout récemment au Burkina Faso, les autorités burkinabées ont fait injonction au pouvoir public, au service public, de n'utiliser que les produits locaux au cours des pauses café et des pauses déjeuner. Donc c'est un résultat palpable de notre lutte que nous menons. Et nous n'entendons pas nous en rester à cela seulement. Nous allons poursuivre le combat pour que réellement Monsanto, les OGM soient boutés hors de l'Afrique et que les paysans puissent jouir pleinement de leurs droits sur les semences et sur les autres ressources naturelles. Je vous remercie.